Alors, bonsoir à toutes et à tous. Nous Bonsoir. sommes ravis d'être avec vous ce soir pour cette 5e conférence du programme 15 soirs chrono by Eureka Study saison 1. Alors nous souhaitons, pardon, la bienvenue à toutes et à tous, que vous soyez en France ou à l'étranger, parce que je sais qu'il y a des personnes de l'étranger. Alors moi, je suis Armelle Kraft-Muller, consultante en orientation scolaire Eureka Study à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, et j'accompagne toujours avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme les collégiens, lycéens et étudiants dans la construction de leurs projets d'orientation. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Edwige Wittvoet, fondatrice de Sinae Practice Art School, que j'ai le plaisir d'accueillir pour cette conférence intitulée Pour les amoureux du beau, les études d'architecture, d'art et de design. Bonsoir Edwige. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je vous propose de passer à la slide suivante pour dire un petit mot sur Eureka Study. Alors, Eureka Study, c'est avant tout une aventure humaine. Nous partageons toutes et tous la même conviction. L'orientation, c'est un vrai chemin à explorer et pas seulement une case à cocher. Et depuis plus de 10 ans, Eureka Study forme des consultants d'orientation scolaire, crée des outils pédagogiques pour accompagner les jeunes et transmet une vision de l'orientation qui place la connaissance de soi, la curiosité et le sens au cœur du parcours. Aujourd'hui, toute l'équipe de consultants et consultantes accompagne plus de 1000 jeunes chaque année, que ce soit en France, mais également à l'international. C'est une expérience qu'on peut qualifier de collective et elle nous donne une vision globale des parcours, des questions, mais aussi des doutes qui peuvent traverser les familles à chaque étape de cette belle aventure qu'est l'orientation. Je propose de passer à la slide suivante. Alors, c'est dans cet esprit que Reka Study a imaginé 15 soirs chrono. Alors, vous le savez, c'est un événement gratuit, ouvert à tous, et qui a vraiment été pensé pour ouvrir le dialogue, partager des éclairages d'experts et changer le regard sur l'orientation. Alors, vous l'avez vu, chaque conférence est abordée sous un angle différent. Nous avons des conférences sur la psychologie de l'adolescent, d'autres, comme ce soir, sur la découverte de cursus, et enfin, des témoignages inspirants, et j'invite vraiment les jeunes surtout à participer à ces catégories de conférences sur ces témoignages inspirants. Alors le thème de ce soir, venons-y. Pour les amoureux du beau, les études d'architecte, d'art et de design. C'est un thème magnifique, car l'art est la seule trace de notre passage sur Terre. Je laisse les cinéphiles deviner d'où est issue cette citation. Mais voyez plutôt, que reste-t-il des hommes préhistoriques, si ce n'est la grotte de Lascaux ou la grotte Cosquer? Et pourtant, de par mon expérience, je sais que quand un jeune est intéressé par l'art, le design, même l'architecture, souvent les parents sont, comment dire, un petit peu en PLS. Bon, j'exagère à peine, mais pourquoi? C'est assez légitime, ils ont des doutes sur les débouchés, mais aussi sur l'impact de l'IA dans ce secteur. Et souvent, concernant les études, ils se trouvent un petit peu en terre inconnue. Et pourtant, que de métiers passion, porteur de sens dans ce domaine où chacun exprime son talent et sa créativité. Alors ce soir, nous avons fait appel à une experte dans le domaine des études d'art, de design et d'architecture. Et j'en suis certaine, elle va répondre à beaucoup de vos questions et donner un éclairage à ces parcours d'études. Alors avant de passer la parole à Edwige, laissez-moi vous donner quelques repères sur le déroulement de cette soirée. La conférence va durer dans son entièreté 1 heure. Avec Edwige, nous allons prendre des pauses au cours de sa présentation pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez surtout pas dès maintenant et tout au long de la présentation à poser vos questions ou faire vos remarques. En bas, vous avez un espace dédié questions-réponses. Delphine de Guibon, qui est cofondatrice de Reka Study, me les transmettra afin que je puisse les poser directement à Edwige dans ces moments dédiés. Alors vraiment, n'hésitez pas à interagir, à partager vos remarques et vos expériences. On veut faire de ce moment un moment d'échange, de curiosité et d'ouverture. Edwige, maintenant, je te passe la parole. Mais un grand merci déjà à Eureka Study. En effet, ça fait maintenant plus de 10 ans, hein, je pense que nous travaillons ensemble. J'ai créé Sinae Practice Art School très rapidement, il y a plus d'une quinzaine d'années, me rendant compte que de plus en plus de jeunes voulaient faire des études d'art appliqué, de design, de graphisme et d'architecture, mais que c'est une chose d'aimer dessiner, peindre en activité de loisir, et c'en est une autre d'en faire son métier. Donc, mon objectif, évidemment, est d'accompagner chacun, vous allez le voir, individuellement,
dans leur projet d'études supérieures, de les aider à choisir et surtout d'être sûrs de leur choix. Aujourd'hui, nous allons décomposer cette présentation en 4 étapes. Dans un premier temps, je vous propose de mieux comprendre les études d'art appliquées, comment ça marche, aussi bien en France qu'à l'international. Nous ferons aussi, dans un deuxième temps, un point sur les processus d'admission, comprendre la part de Parcoursup, les attentes des jurys également. Et enfin, un point assez incontournable qui est de mieux cerner, parce que c'est très souvent une inquiétude que les parents manifeste, c'est avec la montée de l'intelligence artificielle, même si finalement l'IA n'a rien de très nouveau, c'est juste une accélération de l'utilisation, mais vous manifestez tous une grande inquiétude finalement sur l'incidence dans nos métiers. Alors, je ne vais pas me lancer là-dessus, mais par contre, vous montrer l'incidence de l'IA dans les critères de sélection des écoles, et on va en parler par la suite. Comme le disait très justement Armel, il est évident que notre objectif, et c'est là où on partage les mêmes valeurs avec Eureka Study, c'est de vous accompagner, de répondre, d'être au plus près de vos besoins. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre la parole en posant des questions le plus précisément possible. Bien évidemment, je vous propose également de prendre des notes. Ce n'est sans aucune prétention de ma part de ce que je vais vous apporter, mais peut-être que ça vous sera très utile au moment de vos candidatures. Avant de démarrer et de comprendre les études d'art appliqué, je vous propose de vous poser une question et de s'interroger sur la différence entre les arts appliqués et les beaux-arts. À l'image de ces deux chaises. Alors, c'est vrai que j'aime bien poser la question en direct. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes trop nombreux pour attendre vos réponses, mais n'hésitez pas, vous, à vous poser cette question. Quelle différence y a-t-il entre les arts appliqués et les beaux-arts? La réponse est dans ces deux chaises. Comme vous pouvez le voir, la chaise de gauche de Vassili, elle est pour objectif de répondre à une fonction. Elle a une forme esthétique, elle provoque une émotion, mais elle répond à une fonction de s'asseoir. La chaise de droite de Picasso est purement esthétique. On ne peut pas s'asseoir sur cette chaise-là. Eh bien, les arts appliqués et les beaux-arts, la différence est la même. Les arts appliqués, et je vous invite vraiment à noter ça parce que tout le choix de vos études sera axé autour de ces différences-là. Les arts appliqués, c'est mettre votre créativité au service d'une contrainte donnée. Exemple très précis, vous me demandez de repenser l'aménagement de votre cuisine, je suis architecte d'intérieur, je vais prendre en compte bien évidemment l'espace, les contraintes techniques, l'espace, les fenêtres, les ouvertures, les arrivées, etc. Et ensuite, il va falloir que je prenne en compte vos habitudes de vie, la structure familiale, vos goûts, la manière dont vous cuisinez. Et il faudra que je sois en mesure de vous faire une, deux, trois, cinq propositions. Eh bien, à ce moment-là, vous voyez bien que les arts appliqués, c'est vraiment répondre à une contrainte de forme, de fonction, de matériaux et évidemment de contexte. Et j'ai mis le commanditaire puisque c'est le client. Alors que les arts plastiques ou les beaux-arts, la démarche sera beaucoup plus conceptuelle. Puisqu'en effet, la démarche plastique, c'est mettre sa créativité, utiliser un médium, la photo, la vidéo, la sculpture, la peinture, pour exprimer, pour répondre à une problématique, j'allais dire, davantage philosophique. C'est une démarche beaucoup plus conceptuelle. Et le moyen plastique n'est qu'un moyen d'apporter une réponse. Enfin, l'architecture, on va la regrouper dans les arts appliqués, c'est évidemment concevoir des espaces pour répondre à un besoin, mais rentre en compte évidemment une dimension scientifique, esthétique, sociale et environnementale. Ces 4 mots-clés-là seront aussi primordiaux et très importants lorsque vous ferez vos choix dans des écoles d'architecture. Est-ce que vous avez des questions sur ces 3 différences-là, par exemple, ou pas forcément? Est-ce que c'est clair pour vous? Pas de questions, Edwige, ça a l'air clair. Finalement, les arts appliqués, qu'est-ce que ça regroupe? Ça regroupe l'architecture d'intérieur, les jeux vidéo, l'animation 2D, 3D. Ça regroupe le design produit. Trop souvent, on a tendance à distinguer, à toujours parler de design quand on pense au produit, mais en fait, le mot design pour regroupe est un autre mot pour parler des arts appliqués. Donc, ça va regrouper le produit, le graphisme, la mode et l'illustration. Voilà les grands domaines des arts appliqués. C'est important cette histoire de domaine parce que vous le verrez, dans un certain nombre d'écoles, on vous demandera de choisir des domaines.
Voyons maintenant les différentes formations. Je vous ai dit tout à l'heure, et ça va être très important de bien le prendre en compte, on a fait les différences entre les écoles, les beaux-arts et les arts appliqués. Pourquoi est-ce que je vous fais cette différence-là? Parce que vous allez le voir que dans les écoles, on aura des écoles d'arts appliqués qui vont tirer leur jeunesse dans les écoles de beaux-arts, et donc les entendus ne seront pas les mêmes. En sortant du bac, d'une manière générale, là je suis sur la France, la première possibilité, c'est de faire un DNMAD. Vous en avez peut-être entendu parler. Le DNMAD, c'est une formation d'études courte en 3 ans. Alors, ceci dit, vous allez me dire 3 ans, en effet, c'est le niveau d'études internationales, premier niveau d'études internationales reconnu de 180 ECTS. Le DNMAT, c'est un format d'études courtes appliquées pour acquérir une expertise technique dans un domaine. Les DNMAT sont enseignés essentiellement dans des établissements publics. Certains établissements privés ont les agréments du DNMAT. C'est essentiellement des écoles qui dépendent de la CCI. Le DNMAT, sa particularité, vous allez le voir, c'est qu'on vous demande de choisir tout de suite votre domaine. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous voulez faire du produit, de l'espace, du graphisme ou de l'animation? Ensuite, la particularité du DNMAD, c'est que c'est un diplôme d'État. Ce qui veut donc dire que vous fassiez un DNMAD à Lyon, Marseille, Strasbourg ou Toulouse, vous aurez le même diplôme. D'accord? Si vous avez, même si jamais on a quelques nuances d'une école à l'autre, mais ça reste un diplôme d'État. Pour trouver la liste des DNMAD, vous avez un site qui s'appelle Andea, andea.fr, qui répertoriera tous les DNMAD d'art appliqué publics en France. À l'issue du DNMAD, vous pouvez poursuivre soit au sein de l'établissement pour avoir un diplôme en 5 ans, soit basculer sur d'autres masters. Ça, c'est les experts en orientation scolaire de Eureka Study qui seront bien plus à même que moi de vous expliquer la fameuse plateforme, même post-bac à partir de la licence. Depuis quelques années, on a à nouveau une plateforme qui nous permet de redistribuer à nouveau les cartes. Quoi qu'il en soit, DNMAD, formation d'études courtes appliquées pour acquérir une expertise technique au bout de 3 ans, soit vous rentrez dans la vie active, ça remplace anciennement le BTS, soit vous poursuivez en équivalent Master 1, Master 2. Deuxième possibilité, c'est de faire une école soit publique, soit privée. Les écoles publiques d'art appliqué dépendent essentiellement des écoles de beaux-arts. C'est historiquement et c'est lié à l'histoire finalement. Les arts appliqués, c'est né au moment du Bauhaus. Avant, je vais vous faire un petit cours très rapide, mais c'est important de le comprendre. On avait les écoles, les formations d'artisans, d'art, d'artisanat et les écoles de beaux-arts. Avec la révolution industrielle, va se poser la question, et notamment le Bauhaus, comment former des personnes pour concevoir des produits en grande production. Et donc, les premières écoles d'art appliqué, elles ont pris leur genèse dans les écoles de beaux-arts. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voulez faire une école d'art appliqué publique en France, vous aurez essentiellement des formations qui dépendront des écoles de beaux-arts. Vous avez quelques écoles 100% art appliqué, on va le voir après, telles que par exemple les Arts Déco, le NSCI, ou encore CY Design ou l'école de design de Saint-Étienne, par exemple. Donc, les arts appliqués publics sont dans les écoles de beaux-arts qui ont une mention art appliqué. Le principe des écoles publiques, 3 ans plus 2 ans. On est d'accord? Toujours la même chose. Au bout des 3 ans, vous avez votre année de licence et ensuite, vous allez en master. À l'heure actuelle, pour entrer dans une école d'art appliqué publique, il est très souvent nécessaire de passer par une année préparatoire. Cette année préparatoire, elle peut être soit publique, soit privée. Nous, évidemment, chez Sinaï, on a fait le choix d'anticiper cette année préparatoire et de préparer les élèves dès la classe de première pour tenter, j'allais bien dire, et j'insiste bien sur le mot de tenter, d'intégrer directement une première année. Ensuite, vous avez les écoles privées. Dans les écoles privées, vous avez différents types de formations. Vous aurez ce que j'appelle des écoles à entonnoir, c'est-à-dire une formation assez généraliste. Et ensuite, vous allez vous spécialiser au fur et à mesure des années. Vous allez avoir des écoles qui sont spécialisées tout de suite dans un domaine. C'est souvent le cas, par exemple, des écoles d'animation, qui demandent énormément d'investissement, j'allais dire, d'investissement de matériel, et donc ils sont tout de suite spécialisés dans le domaine de l'animation ou de jeux vidéo. Vous pouvez avoir des écoles à double diplôme,
qui sera le cas, par exemple, souvent, on a des combinaisons architecture-design, par exemple, architecture d'intérieur design, par exemple, hein, comme Camondo, comme l'École Bleue qui propose des doubles diplômes. Et maintenant, on peut trouver aussi un certain nombre d'écoles privées qui vont proposer des formations, j'allais dire, en partenariat avec des écoles de commerce. Alors, c'est pas que vous aurez forcément un double diplôme. La seule école qui propose un double diplôme, c'est l'école de Nantes Design, hein, qui a un partenariat avec Audencia. Mais sinon, vous avez la possibilité de faire une année, au lieu de votre année de césure, de faire une année dans une école de commerce, hein. Pour les écoles d'architecture, évidemment, elles dépendent des écoles publiques. Donc, ce sera le même format, 3 ans plus 2 ans, hein. Pour une école d'architecture, on rentre directement en première année. Il n'est pas nécessaire de faire une année préparatoire. Nous préparons les élèves pour les écoles d'architecture pour rentrer directement en première année, mais vous allez le voir par la suite, pas du tout pour maîtriser le savoir-faire. Les écoles à l'international, je ne sais pas si c'est nécessaire et ça vous intéresse. Les écoles internationales, bien évidemment, on n'a pas de DNMAD, on l'a vu précédemment. Par contre, on aura à peu près le même type de formation des écoles publiques et des écoles privées. En Europe, c'est la même chose. Les écoles publiques sont nées à partir de cette révolution industrielle du Bauhaus et donc vont chercher des profils beaucoup plus beaux-arts, alors que les écoles privées cherchent des profils aussi bien artistiques que appliqués. Le niveau de reconnaissance des diplômes de 180 ECTS, c'est un fameux crédit qui sont valables à l'échelle internationale, hein. Je ne vais pas développer là-dessus parce que les conseillers d'orientation sont bien plus experts que moi là-dessus. Ce sera leur métier de vous développer tout cela. Moi, je ne fais pas du conseil en orientation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Je crois que j'ai mis une slide après avec quelques écoles, voilà. Alors, Alors, évidemment, Edwige, j'avais juste, c'est absolument pas, c'est juste des écoles les plus demandées, hein, mais j'ai pas de jugement par rapport à ça, je suis totalement neutre. Oui, dites-moi. non, non, juste, il y a visiblement une petite confusion. On est d'accord que le DNMAT, tu as bien dit que c'était éducation nationale et tu as parlé de la CCI pour les écoles privées qui avaient la possibilité de donner ce diplôme également. On est d'accord? Oui, exactement. En général, Hein? les seules écoles privées qui ont, les écoles privées qui ont le DNMAD, c'est les écoles de la CCI, les Gobelins, Nantes Design, voilà. D'accord, c'est bien Ok. ça. Oui, parce qu'il y a eu visiblement une petite confusion là-dessus. Et Edwige, une autre question sur la poursuite d'études après le DNMAD. Est-ce que tu peux juste redire quelle est la poursuite d'études la plus courante après le DNMAD en fait? Alors, tout à fait. Alors, les DNMA, il faut bien savoir qu'en France comme à l'international, c'est une formation qui est extrêmement prisée et appréciée. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, c'est l'acquisition d'une expertise technique dans un domaine. Le DNMAD, on va le voir, les maîtres mots, c'est conception et fabrication, savoir-faire et créativité. Donc, au bout de 3 ans de DNMAD, vous êtes formé vraiment à une véritable polyvalence et expertise dans le domaine que vous avez choisi. C'est la raison pour laquelle, en sortant des DNMAD, bien évidemment, vous pouvez poursuivre dans l'établissement dans lequel vous êtes. Par exemple, Boulle, Dupéret, vous pouvez continuer vers un diplôme d'architecte d'intérieur, de directeur artistique. Mais bien évidemment, vous pouvez candidater pour n'importe quel master, public ou privé, en France comme à l'international. Même si le DNMAD est une spécialité française, il est très apprécié des écoles à l'international. Donc, vous D'ac pouviez candidater. On a maintenant, depuis quelques années, une plateforme un peu l'équivalent de Parcoursup, hein, où vous pouvez remettre vos vœux pour candidater dans d'autres établissements. D'accord. Parfait. Il y avait, une question, je sais peut-être un petit peu prématurée à ce stade de la présentation, mais ça peut être intéressant pour les parents. Est-ce qu'il y a des spécialités à privilégier, tu penses en première ou en terminale? Je pensais notamment à Bien la évidemment. spécialité art. Est-ce que ça peut être un plus? Alors, bien évidemment, cette question, je vais vous y répondre par la suite, parce que vous allez avoir vous-même déjà la réponse sans que j'ai besoin d'y répondre. En effet, D'ac je vais y venir là-dessus quand je vais aborder les attentes des jurys. Avant, voyons déjà comment le processus d'admission. En France, maintenant, Parcoursup est devenu un incontournable quasiment pour toutes les formations. Le DNMAD, c'est ce que j'ai pour habitude de dire aux élèves, c'est une candidature sèche, c'est-à-dire que c'est votre Parcoursup
plus un carnet. Vous allez me demander la différence entre un carnet et un portfolio, je vais y venir. Pourquoi c'est important le DNMAD? Il faut bien comprendre que le fait que ce soit une candidature sèche, c'est que le DNMAD, le principal critère de sélection, malgré tout, reste votre Parcoursup. D'accord? Ensuite, vous avez bien évidemment le critère de sélection va être votre maturité de projet, c'est-à-dire votre capacité à rassurer le jury au travers de votre lettre, au travers des 4 questions et au travers de votre carnet. C'est pour ça que l'on va parler d'un carnet, de votre intérêt pour la discipline ou le domaine que vous avez visé. En gros, DNMAD, 4000 candidatures, 120 places. Donc, vous imaginez bien que la principale préoccupation des jurys, c'est de s'assurer que vous savez pourquoi, si vous y rentrez, que vous savez pourquoi vous allez y rester. Et vous n'allez pas prendre la place de quelqu'un et au bout de 3 mois, dire, ah ben non, mais en fait, c'est pas ce que je voulais prendre. C'est dans l'intérêt de personne. Donc, le premier critère de sélection pour les DNMAD, ça sera votre maturité de projet à mettre en avant au travers de votre lettre de projet motivée, mais également au travers du carnet. On le verra par la suite. Le carnet n'est aucunement une accumulation de dessins. Ça sera des éléments qui vont permettre de rassurer le jury sur votre intérêt pour la création, d'une manière générale, pour l'artisanat d'art et la fabrication, mais également pour le domaine que vous allez viser. Les écoles publiques, première phase d'admissibilité, Parcoursup plus un portfolio. Et vous avez également une épreuve plastique et ou culturelle. L'épreuve plastique est quasiment obligatoire pour toutes les écoles d'art appliqué. Si vous voulez rentrer, alors je parle là des écoles d'art appliqué, je ne vais pas parler des écoles d'architecture. Pour les écoles d'art appliqué ou en public, ce sera Parcoursup, un portfolio plus une épreuve. Une épreuve, c'est ce que j'appelle une épreuve 72 heures. On reçoit le sujet chez soi le vendredi et on doit le renvoyer le mardi, souvent. C'est un sujet qui est pour revenir sur ce que je vous disais sur le fait que les écoles, on cherche avant tout, les écoles de beaux-arts sont des écoles avant tout conceptuelles et philosophiques. Type de sujet, par exemple, alors j'ose même pas vous le dire parce que j'ai peur que vous preniez la fuite, mais je vais vous le dire quand même, ubiquité. Voilà, ubiquité, et à partir de là, il faut que j'apporte un élément de réponse plastique, une réponse plastique en 4 jours. On a aussi comme titre de sujet, par exemple, avec ou sans. Avec ou sans lumière, avec ou sans matière, avec ou sans hommes, avec ou sans engagement. Donc, vous voyez bien que les écoles publiques, dans les sujets et les critères de sélection, ça va être vraiment votre capacité à soulever une problématique et à apporter une réponse plastique. C'est là où on va en venir tout à l'heure sur le choix d'ESP. L'épreuve culturelle elle est de moins en moins fréquente. Et enfin, vous avez un entretien. L'entretien, il a pour objectif de s'assurer que ce que vous avez mis dans le portfolio, de ce que vous avez fait apporté dans la réponse plastique, c'est bien vous qui l'avez fait. Et là, on va en venir aussi à l'utilisation de l'IA, bien évidemment. C'est-à-dire que si vous utilisez l'IA, et ce qui est normal, hein, c'est un incontournable, mais que vous sachiez l'utiliser à bon escient et surtout montrer la valeur ajoutée que ça vous a apporté, en quoi ça a été un outil. Donc, on va le voir après. L'élément, et ça, alors c'est vrai que c'est peut-être fort de mon expérience, mais j'ai anticipé ce critère de sélection qui est d'avoir cet esprit de synthèse et d'analyse et cette capacité à prendre du recul par rapport à nos propositions depuis de longtemps. Mais il est clair qu'à l'heure actuelle, pour entrer dans une école publique, ce sera vraiment votre capacité à argumenter, à justifier vos choix qui sera primordiale. Pour les écoles privées, la plupart des écoles privées, je l'ai dit tout à l'heure, sont sur Parcoursup. Donc, ce sera Parcoursup plus un portfolio et enfin un entretien. Si on chante l'année préparatoire et on décide de rentrer directement en première année, par exemple à Camondo, c'est possible de rentrer directement en première année, là, vous aurez une épreuve plastique. Nous, tous les élèves qui vont passer par notre classe prépa en première ou en terminale vont présenter directement la première année de Camondo, comme l'Académie Charpentier. Cette possibilité dans les écoles privées de chanter l'année préparatoire, elle sera au bon vouloir des écoles. D'accord? Et évidemment, après, à nous, quand on vous accompagne, de vous préparer pour que vous puissiez avoir le niveau requis pour entrer directement en première année.
On a encore un certain nombre d'écoles qui sont hors Parcoursup. Elles sont à la marge. Il s'agit de quelques écoles d'animation, mais elles sont vraiment de plus en plus rares. Enfin, les écoles internationales, on est sur le même principe, un dossier d'admission ou un système comme UCAS, plus un portfolio. Là, pour le coup, le timing est un peu différent. On est plutôt sur une période de janvier à mars pour les premières phases d'admission. Pour un certain nombre d'écoles, c'est souvent les écoles publiques, on aura une épreuve plastique et une épreuve culturelle et enfin un entretien. Edwige, j'ai une question d'un parent, je suppose, qui demande ce qu'il faut mettre dans le portfolio et quelle est la différence entre un portfolio et un carnet? Alors on y va. Pour entrer dans les écoles d'art appliqué et dans toutes les écoles, il est important de comprendre que vous allez être évalué, et je vais répondre à cette question-là, et du coup au SP par cet élément-là. À 3, vous êtes évalué sur, enfin, on attend 3 choses de vous. Vous allez être évalué sur 3 critères. J'ai pour habitude de dire, le savoir-faire, c'est une condition nécessaire, relative, mais pas suffisante. Vous, parents, très régulièrement, quand vous m'appelez, voire même de temps en temps les conseillers d'orientation, quand ils m'appellent, ils me disent, un tel dessine très bien, j'ai vu ce qu'il fait, c'est super, il dessine très bien. Il est très important que vous compreniez tous que le savoir-faire, c'est une condition nécessaire, relative, mais pas suffisante. En aucun cas, sauf pour les écoles d'animation, vous serez sélectionné parce que vous dessinez bien. Par contre, il va être essentiel de montrer au jury que vous avez compris que le dessin, c'est un outil, un moyen de prendre des notes, de développer des idées et d'exprimer vos idées. D'accord? Je reviens à mon histoire de cuisine en première slide, j'ai de la suite dans les idées. Lorsque je vous ai dit, vous me demandez de repenser votre cuisine, rien ne sera plus agréable si en 2 temps, 3 mouvements, je fais 3 gribouillis sur une feuille, soit pour synthétiser ce que vous m'avez demandé, soit pour illustrer ce que je vous propose, plutôt que de vous faire un document écrit. Donc, il est important de comprendre que le savoir-faire, un portfolio ne sera en aucun cas une accumulation de dessins. Cet élément-là et cette notion de savoir-faire est d'autant moins importante depuis quelque temps que vous le savez très bien maintenant, on a une multitude d'outils, notamment grâce à l'IA, qui vont avoir un rôle d'exécutant. Par contre, évidemment, il est important que vous sachiez quand même un minimum faire pour pouvoir prendre du recul et soit prompter correctement ce que vous voulez que la machine vous propose, soit vous-même avoir le recul nécessaire pour autocritiquer ou critiquer ce qui vous sera proposé. Avoir un esprit critique par rapport à la proposition plastique qui sera faite. Je m'explique. Si vous faites c'est exactement, je donne souvent cet exemple aux élèves, entre mes élèves, souvent, quand je leur demande pourquoi ils veulent rentrer en école d'architecture ou une école d'art appliqué, ils vont me dire parce que j'aime bien dessiner. Mais le dessin, c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est exactement comme si vous me disiez que vous vouliez faire un BTS de cuisine parce que vous aimez utiliser le batteur électrique. Non, on ne décide pas de faire un BTS de cuisine parce qu'on aime utiliser le robot. C'est un moyen. Eh bien, la peinture, le dessin, c'est la même chose. Le deuxième critère de sélection, c'est votre potentiel de créativité plastique et conceptuelle. Bien évidemment, ce degré d'exigence ne sera pas le même en fonction des écoles que l'on va viser. Plus vous allez aller vers des écoles de beaux-arts, plus il va être important de montrer cette capacité que vous avez à avoir des idées et à soulever des problématiques autour d'un concept. Je ne sais pas, la place de la femme dans la société, la perception, le bon goût. Et après, vous allez utiliser le moyen plastique que vous voulez. Pourquoi le potentiel de créativité est important? Tout simplement parce que s'orienter vers des études d'art appliqué ou de beaux-arts ou d'architecture, créer par définition, c'est aller vers ce qui n'existe pas. Et donc les jurys, au travers de vos expérimentations, au travers de vos recherches, c'est un moyen de les rassurer sur votre capacité à sortir de votre zone de confort et cette appétence que vous avez pour l'expérimentation. Et donc, pour répondre à la question du portfolio,
le portfolio préparé avec nous chez Sinae, c'est peu de projets, mais des projets poussés dans tous les sens, riches d'expérimentation, riches de recherche et de recherche et de pistes de recherche et de propositions. Ce qui intéresse les jurys, ce n'est pas le résultat final, ça va être le cheminement. Enfin, ce qui va intéresser les jurys, ça va être la variété des médiums utilisés, de la photo, de la peinture, des maquettes, des expérimentations diverses et plastiques. Et c'est là où les arts, le choix de l'aspect art peut être une grande utilité, parce que l'aspect art, c'est vraiment une vraie ouverture. Alors évidemment, ça dépend des établissements, hein, mais comme tout d'ailleurs, mais c'est une véritable ouverture vers l'expérimentation. Je fais une énorme réduction, mais finalement, l'aspect art, c'est faire à la manière d'eux. Et ça vous pousse énormément à expérimenter des nouvelles matières, à faire différents projets. Donc oui, l'aspect art, dans ce sens-là, peut être intéressante. Par contre, l'aspect art ne sera en aucun cas, et ça, une fois de plus, c'est plutôt à Eureka Study et ce professionnalisme qu'ils ont de vous le dire, en aucun cas, le choix des spé ne sera un critère de sélection pour les écoles d'art appliqué, d'accord? Hein, ou de beaux-arts. Mais c'est un plus pour cette partie de l'expérimentation. L'aspect art pourrait être un plus également sur mon troisième critère, qui est la tête bien faite. Alors, d'une manière générale, mes élèves ont la tête bien faite. Qu'est-ce que j'entends par la tête bien faite? La tête bien faite, finalement, c'est d'une part montrer au jury son ouverture au monde et son intérêt pour le monde contemporain. Vous vous apprêtez à être les créateurs de demain. On ne peut pas créer le monde de demain si on ne s'intéresse pas au monde d'aujourd'hui. Je ne peux pas penser à l'aménagement d'un habitat pour des personnes en crise climatique si je ne m'intéresse pas aujourd'hui aux problèmes climatiques, aux comportements humains, aux habitudes de vie. Donc le premier critère, finalement, c'est presque celui-ci, c'est rassurer le jury sur votre intérêt et votre ancrage dans le monde contemporain. Et c'est là où vos choix de spé peuvent être utiles. Nous, quand nous accompagnons les élèves, quels que soient les choix d'SP, on va travailler énormément par transversalité. Utilisez vos connaissances et votre centre d'intérêt pour les mettre au service de votre créativité. D'ailleurs, je vous le rappelle que Parcoursup, c'est un parcours vers le supérieur. Il est donc important de montrer que finalement, tous ces choix que vous faites, ils tendent à vous construire vers ces études supérieures. Donc, la tête bien faite, c'est montrer que je m'intéresse au monde, c'est montrer que je m'intéresse à la création contemporaine, mais c'est également me montrer que je m'intéresse à la création dans le domaine artistique que je vise. Hein. Donc là, pas besoin, en aucun cas, vous serez sélectionné sur des cours d'histoire de l'art, pas besoin de prendre des cours d'histoire de l'art. Les jurys ne se préoccupent pas de savoir que vous êtes capable de placer, je ne sais pas moi, Braque, Léonard de Vinci dans l'histoire ou Le Corbusier. Par contre, montrez que vous vous intéressez à la création contemporaine. Et dans votre carnet ou dans votre portfolio, bien évidemment, à chaque sujet que l'on va traiter, on va faire mentionner des références artistiques contemporaines. Et là, on va le voir après, mais c'est là où les parents, vous pouvez énormément aider vos jeunes dans la préparation de leur candidature. C'est continuer à les nourrir régulièrement de ce qui se passe dans le monde, à les intéresser, à leur apporter presque sur un plateau. Récemment, il y a la Fondation Cartier qui a été inaugurée la semaine dernière. Soit sur les radios en France comme à l'international, on a cessé d'entendre parler de cette inauguration. Eh bien, vous, parents, vous entendez ça, vous le notez dans un coin de papier ou vous le dites à votre enfant en disant, tiens, au fait, j'ai vaguement entendu un truc qui s'est passé à la Fondation Cartier, tu devrais regarder. Pour ceux qui prennent le métro, vous voyez des affiches, vous notez, vous informez vos enfants de regarder. C'est cela où vous ferez la différence. Je ne cesse de dire aux enfants et à mes élèves, la clé de la réussite, c'est le détail. Parce que finalement, dans vos candidatures, vous allez tous évidemment montrer que vous aimez dessiner, montrer que vous vous intéressez au graphisme, montrer que vous êtes curieux, que vous avez fait des activités collectives. Mais c'est l'illustration, c'est le détail qui fera la différence. Donc finalement, pour répondre à la question, un portfolio sera composé
de peu d'éléments que je vais pousser dans tous les sens pour mettre en avant mon ouverture au monde, mes références, mon potentiel de créativité et mon autonomie en croquis rapide. Pour le carnet, il est entendu que le carnet, le principal critère, et pourquoi on n'appelle pas ça un portfolio, parce que les jurys, et vous le verrez d'ailleurs, je vous invite, et ça les conseillers d'orientation vous y invitent aussi, je suppose, régulièrement à aller, je crois que Parcoursup va ouvrir là, regardez, vous voyez bien que vous avez très régulièrement sur les écoles, ils mettent ce qu'ils attendent. Allez sur les attentes du DNMAD, je crois que je ne l'ai pas mis la slide là, mais vous verrez qu'ils mettent le savoir-faire est éventuellement considéré, mais ça ne les intéresse pas du tout de savoir que vous savez bien dessiner ou que vous maîtrisez bien la perspective. Edwige, merci beaucoup pour ces précieux conseils que les parents ont bien notés, j'en suis certaine. J'ai 2 questions là qui concernent des bacs technologiques. Alors, la première, pour un jeune qui est en STI 2D, le papa, je suppose, me demande si c'est mission impossible ou si c'est envisageable? Alors heureusement, les bacs techno ont largement leur place, aussi bien dans les DNMAD que dans les écoles d'art appliqué. D'accord? Que ce soit STI 2D, que ce soit STD 2A, STMG, vous avez votre place, bien évidemment. Pourquoi? Bah, parce qu'on l'a dit, il y a pas, et en plus, les bacs techno vont avoir un avantage dans certains domaines. Hein, ils vont avoir un ADN sur le côté de la rigueur, de la conception, hein, puisqu'ils sont formés avant tout à la conception. Donc oui, vous avez votre place en ST, vers les études d'art appliqué, au même titre qu'un un élève qui sort d'un bac général. La seule chose, c'est que si l'on vise des écoles publiques, pour le coup, on le sait bien que les bacs techno sont plus appliqués. Hein, je le vois, moi également, j'enseigne en STD2A. Les bacs techno sont des formations qui sont plus appliquées. Donc moi, lorsque j'ai des élèves qui veulent présenter des écoles publics et qui sortent de bac techno, tout mon gros challenge, évidemment, c'est de les accompagner pour aller plus vers une démarche conceptuelle. Et les STI2D, ils sont très, très carrés et très appliqués. Donc, c'est un gros travail à faire, justement, avec ou sans, je reprends ce sujet-là, et ben, de les accompagner pour aller vers une conceptualisation de l'idée avant d'aller vers une expression, avant d'aller vers la conception. Et donc, Mmh. conceptualiser une idée, c'est essentiel. Mais oui, ils ont leur place. Et normalement, vous avez aussi les DNMAD, ils marquent statistiquement, mais ça, les conseillers d'orientation vous le diront une fois de plus, vous avez les statistiques du pourcentage de personnes, d'élèves admis en provenant de bac techno, Oui, notamment pour absolument. les DNMAD. Oui, absolument. Et d'ailleurs, concernant le bac STD2A, c'est un avantage, tu penses, sur Parcoursup? Me demande, Alors, qui se pose. STD2A, bien évidemment, c'est un gros avantage pour les DNMAD. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit précédemment, pour entrer en DNMAD, vous êtes évalué avant tout sur votre maturité de projet, c'est-à-dire votre capacité à rassurer le jury sur pourquoi vous voulez faire du design produit, pourquoi vous voulez faire du design d'espace. Et vous êtes également, les STD2A, ils sont formés à c'est l'antichambre du DNMAD, donc à cette culture, j'allais dire, de l'artisanat d'art qui a donné cette évolution entre l'artisanat d'art et le design des arts et les arts appliqués. Donc oui, ils ont un avantage sur ce point-là, puisqu'ils ont déjà compris, finalement, ils sont capables de montrer leur intérêt pour l'artisanat d'art et ils sont capables d'exprimer pourquoi ils veulent faire du produit et de l'espace. C'est aussi pour ça qu'on a créé nos classes prépa, c'est pour contrebalancer, j'allais dire, cet avantage-là. Par contre, pour les écoles à concours comme les écoles privées, ils n'ont pas plus, j'allais dire, d'avantages, puisque en aucun cas la sélection est faite sur la maîtrise technique et le savoir-faire. Donc là, ils sont au même, j'allais dire, au même niveau que les autres élèves, et ils sont moins favorisés pour le coup pour les écoles d'architecture. On a D'accord. peu d'écoles d'architecture qui prennent des STD2A. On en a quelques-unes, mais on n'en a pas beaucoup quand même, puisqu'il nous manque quand même ce point de mathématiques d'une manière générale. Hein. Je fais des généralités, hein, mais D'accord.
J'ai 2 questions concernant les bacs pro. Est-ce que tu préfères qu'on continue sur les compétences Non, non, allez-y si valorisées? vous voulez. D'accord. Si je suis capable de Donc répondre, ouais. oui, donc 2 questions. Quelles sont les chances, d'orientation pour les bacs professionnels? Et on me pose la question également pour les bacs pro plurimédia. Alors, je vais être très claire, je fais pas du conseil en orientation. C'est pour ça qu'on est en partenariat avec Eureka Studi. Donc je ne suis pas et je ne suis pas devin non plus. Donc je ne suis pas capable de vous répondre, à part vous parler des bacs pro AMA, où en effet, les bacs pro AMA ont leur place également auprès des DNMAD. Mmh. Je sais que la volonté du gouvernement était quand même de valoriser de plus en plus les bacs pro. Donc, moi, je prépare les élèves, des bacs pro au même titre, en m'adaptant au même titre que les bacs, techno ou, les bacs généraux. Donc, Mmh. après, en termes de statistiques et des chances, je pense que c'est Mmh. vous qui êtes beaucoup plus à même de répondre et qui avez parce que vous êtes beaucoup plus dans les arcanes de Parcoursup que moi-même sur les statistiques. Moi, ce que je sais, c'est que je prépare aussi bien un élève en bac pro, on mettra en place justement davantage cette capacité à pousser des sujets, et détacher du faire pour l'amener plus vers une démarche conceptuelle. Mmh. Mais l'autre partie de la question, je suis pas en mesure d'y répondre précisément. Oui, après, c'est pas le Osant, je sujet, mais il y a fie mon effectivement intuition. des oui, il y a des BTS connexes, enfin des formations connexes effectivement qui peuvent aussi les intéresser. Pour l'architecture, est-ce qu'il est nécessaire de faire un portfolio? Et est-ce que, ce sont les mêmes critères que pour, les arts appliqués? C'est une excellente question. À l'heure actuelle, en France, toutes les écoles d'architecture, donc en France, on a des écoles d'architecture sont essentiellement publiques, hein, on n'a qu'une seule école d'architecture privée. On est tous sur Parcoursup et ça sera Parcoursup plus un entretien. On n'a pas besoin de portfolio. Néanmoins, pour faire la différence, finalement, que ce soit via le Parcoursup, via l'entretien, c'est la capacité de l'élève à répondre finalement à 2 questions. Qu'est-ce que l'architecture selon moi? Nourrie de références. Et quel architecte de demain j'ai envie d'être? Je vais faire une énorme caricature. Est-ce que je vais être l'architecte du toujours plus haut, toujours plus fort à la Dubaï, même si Dubaï a l'ambition de tout transformer en écologie? Est-ce que je vais être l'architecte des nouveaux matériaux? Est-ce que je vais être l'architecte du social? Donc en fait, pour faire la différence, moi je ne vois jamais le Parcoursup de mes élèves. Mais pour faire la différence en école d'architecture, ça va être au travers de la lettre et au travers de l'entretien de montrer vraiment cette maturité de projet et cet intérêt pour la discipline, nourri d'exemples personnels. Je reviens à ce que je vais dire sur les écoles d'architecture, c'est la même chose que pour les DNMAD. Beaucoup de demandes, très peu de place. Et c'est dans l'intérêt de aucune des formations de perdre des élèves au bout de 3 mois parce que finalement, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Donc les jurys, ce qu'ils attendent, c'est se rassurer sur le fait que l'élève sait pourquoi il y rentre. Donc nous, lorsqu'on accompagne nos élèves en école d'architecture, pour vers les candidatures en architecture, on va bien évidemment travailler des sujets d'architecture pour les permettre de s'approprier, de comprendre les compétences requises pour devenir architecte, enrichir leur, leur connaissance et leur pensée et leur permettre surtout d'avoir une démarche d'architecte pour convaincre le jury. Ensuite, pour les écoles d'architecture, souvent, on peut avoir une épreuve d'analyse d'image lors de l'entretien. Donc, bien évidemment, on travaillera l'épreuve d'analyse d'image. Il n'y a que l'école, par contre, c'est intéressant pour les bacs techno, hein, l'école de Toulouse insiste, elle, sur le fait qu'elle prend des bacs techno. À ma connaissance, c'est la seule école que j'ai repérée ou qui met vraiment dans son programme d'intégration des bacs techno. D'accord, c'est bon à savoir. Par contre, sur les internationales, la plupart des écoles à l'international en architecture demandent un portfolio. Et là, le savoir-faire est relatif en fonction des écoles. Mais d'une manière générale, ils n'attendent pas spécialement non plus qu'on maîtrise parfaitement les éléments techniques en dessin. Très bien. Merci beaucoup Edwige, je te laisse continuer peut-être? Oui, ça va être rapide, on va rester dans les temps. Finalement, ce qui est très important à comprendre, c'est que
Dans les candidatures et au travers du portfolio ou du carnet surtout, finalement, je vous ai mis un peu en 4 points, les compétences qui sont valorisées et les démarches qu'il faut que vous mettiez en avant au travers de votre portfolio, au travers de votre lettre, et lors de votre, entretien. Le premier, il n'était pas en premier il y a quelques années. À l'heure actuelle, c'est vraiment le principal, c'est montrer votre capacité à analyser et à justifier vos choix, votre pensée critique. On sait, vous avez maintenant plein d'outils, on en a tous plein d'outils pour nous fournir de la matière première, à nous de prendre du recul et être capable d'analyser des informations et de porter un jugement et à justifier ses choix. Le deuxième critère, évidemment, est votre sens de l'observation. Montrez que vous avez compris que la créativité, c'est pas en regardant le plafond que les idées vont venir, c'est par la connexion de vos connaissances et de votre observation. Et à l'heure actuelle, il est clair que les jeunes d'aujourd'hui, et j'aime pas dire ça en général parce que, bon, déjà, ça nous rappelle qu'on est vieux, mais au-delà de ça, les jeunes aujourd'hui n'observent plus. Je le vois encore il n'y a pas très longtemps avec mes élèves en cours, je passe à un visuel, je l'enlève et après personne n'était capable de décrire précisément les choses. Donc le sens de l'observation, pourquoi c'est important? Évidemment, ça va développer votre connaissance, mais également votre capacité de concentration et de mémoire. Enfin, ce qui est très important, c'est montrer votre appétence, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'expérimentation. Hein, expérimenter, oser faire, oser chercher, ça montre une capacité de travail, ça montre une capacité à sortir de sa zone de confort et surtout une capacité à se poser des questions. Je crois vraiment que l'école de demain, la réussite de demain, c'est des jeunes qui sont capables d'expérimenter, d'analyser, d'observer et enfin d'avoir des valeurs, j'allais dire, alors, depuis quelques temps, c'est vrai qu'on le sait bien, c'est les problématiques du monde actuel dans lequel on vit, mais que ce soit au travers de vos lettres ou dans les projets, j'ai constaté quand même que il était très important d'avoir quand même cette éthique et responsabilité aussi bien écologique que sociale. C'est un peu les deux gros piliers qui ressortent depuis quelques temps, que ce soit au travers des sujets de concours ou des questions des entretiens qui sont posés. Donc finalement, très rapidement, et après je vais repasser la parole à Eureka Study et continuer moi à répondre bien évidemment à votre question. Évidemment, tout ce que je vous ai dit n'a de sens, ou plutôt tout ce que nous allons faire et vous apporter n'a de sens qu'à partir du moment où nous sommes cohérents avec tout ce que je vous ai dit. Donc, Sinaï Practice at School, depuis plus de 10 ans maintenant, c'est 4 piliers. Évidemment, développer votre créativité, vous obligez à sortir de votre zone de confort. Booster votre savoir-faire, ça sera vraiment, c'est à la carte, ça sera selon les écoles que l'on visera. Par contre, avoir une autonomie graphique pour pouvoir développer, comme on a dit, et s'exprimer là en dessin, c'est important. Le savoir-faire technique, il est à la carte en fonction des écoles que l'on visera. Évidemment, renforcer votre bagage culturel et vos connaissances et votre ouverture au monde. Et bien évidemment, dynamiser votre esprit critique. L'autre particularité de Sinae Practice Art School, évidemment, on n'est absolument pas dans une pédagogie du professeur qui donne des instructions, on est sur une pédagogie du faire pour apprendre. C'est l'élève et tous nos cours sont formés pour cela, où c'est en faisant que j'en déduis des connaissances, que j'en déduis que je me connais mieux et que c'est par l'expérimentation et le faire que les élèves avanceront avec nous. Tout ça, je ne vais pas le développer maintenant. Vous le trouverez sur le site plus tard, très rapidement, mais on a différents types de formations, aussi bien des packs de cours que des classes prépa. Vous le trouverez par la suite. Et je laisse la parole maintenant ou à moins qu'on ait d'autres questions déjà. J'ai toujours un J'avais grand une moment de fierté quand j'arrive à 19h50. bravo. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors j'avais une question alors rapide, j'en ai une qui arrive en même temps. Alors attends, de s'améliorer dans les autres domaines. Pour revenir à la page précédente, je la lis, en direct, Si j'ai le savoir-faire, je voulais savoir comment serait-il possible de s'améliorer dans les autres domaines? Est-ce que, Ah!
Alors, avoir le savoir-faire, est-ce que la personne peut préciser ce qu'elle entend par... Alors il c'est parce qu'elle s'agit sait de bien dessiner? Elle j'attends sait de bien voir copier? si c'est Elle sait faire des mangas? Elle ah, sait faire des il répond, plans? il répond: «Oui, oui, oui, il sait bien dessiner, visiblement. Il sait bien, Alors oui, voilà. Alors ça, c'est très bien. C'est une chance de savoir dessiner, mais comme vous l'avez vu maintenant, monsieur ou madame, ça ne fait pas tout. Donc bien sûr, l'idée, c'est d'apprendre. En plus, là, je ne vais pas répondre tout de suite parce qu'on est dans du cas par cas, mais est-ce que je dessine bien parce que j'aime bien copier? Est-ce que je dessine bien parce que je suis capable de raconter des histoires? Donc nous, quand nous accompagnons nos élèves, nous travaillons à la partir du travail des élèves, de ce dont ils ont. Et à partir de là, par exemple, votre fils ou votre fille a un certain nombre de dessins et de projets, ce sera à nous de construire des cours pour pousser à partir du travail fait, pour développer des références, par exemple, pour aller chercher, proposer un sujet qui va booster la créativité, pousser l'élève, par exemple, s'il sait bien dessiner, il fait toujours le même type de graphisme, bah, le pousser à expérimenter d'autres modes d'expression, à aller chercher des références. Voilà, donc oui, le savoir-faire ne sera certainement pas suffisant, même si c'est un vrai plus pour les écoles d'animation, par contre. d'accord. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être, quelle est la meilleure formation pour un jeune qui souhaite faire de la BD? Ah! En France ou à l'international? Ah, ça n'est pas précisé. Alors bien évidemment, je vais faire, une réponse, je vais dire de Gascon. J'espère qu'il y a peut-être des bon, je suis pas très loin, je suis originaire du coin, donc je peux me permettre. La meilleure formation, il n'y a pas de meilleure formation. La meilleure formation, et ça, les conseillers de Eureka Sudis sont bien plus à même de le dire, c'est une formation qui vous correspond et qui répond à qui vous êtes et à votre manière d'apprendre, votre manière de travailler, vos projets. Après, bien évidemment, on a des écoles, en France qui, en BD, qui sont, plus ou moins reconnues. On a évidemment les Arts Déco, hein, qui vont être sur l'illustration. On va avoir Émile Cole aussi qui historiquement, ou, Brassard qui historiquement, forme, à l'illustration. Mais je peux pas vous répondre comme ça puisque, et ça je pense que ce soit madame de Guibon ou madame Kraft-Müller le saura très bien, c'est que les écoles, il y a pas une école, c'est une école pour un profil. Donc, d'ailleurs, moi, je ne conseille jamais une école ou une autre. On donne la possibilité. Vous l'avez pas eu, mais notre maître mot, c'est que le choix, c'est la liberté. Mais pour choisir, il faut connaître. Donc nous, notre objectif, c'est juste vous apporter à avoir le choix. Mais en aucun cas, je suis désolée pour vous, messieurs et madame, je ne déciderai pour vous de vous dire quelle école ou quelle école. Par contre, que vous m'appeliez en me disant, je suis embêtée, il a beaucoup d'écoles, on ne sait pas quoi choisir, je serai très heureuse pour vous et c'est l'objectif. Alors Edwige, merci beaucoup parce que tu vas faciliter ma transition. Si tu pouvais passer la slide suivante, voilà. Voilà. Rapidement, je vais, vous présenter, nos prestations. Évidemment, chez Eureka Study, pardon, les bilans d'orientation. Et pourquoi tu facilitais, ma transition? Parce que déjà, le point de départ dans nos bilans d'orientation, c'est vraiment la connaissance de soi. Identifier les appétences du jeune, identifier ses forces, véritablement son profil. Ensuite, nous allons lui présenter des secteurs et des métiers parce que comme tu l'as dit, ben, pour choisir, il faut connaître. Donc c'est vraiment ça, ce à quoi, nous sommes attachés. Et enfin, ben, nous allons construire avec lui ce projet, puis les parcours d'études, les filières, les cursus adaptés, en effet, toujours à son profil, son dossier bien évidemment, et son projet. Donc c'est aussi du sur mesure, comme tu l'as, précisé. Dans nos prestations, nous proposons bien évidemment pour les jeunes de terminale, mais aussi ça peut arriver des étudiants en réorientation, des accompagnements sur Parcoursup. Ça va de l'architecture des vœux et sous-vœux à un accompagnement à la rédaction des rubriques, des lettres de mission, mais également, à une aide au discernement, du choix des cursus quand les réponses arrivent. Et enfin, nous avons des consultantes spécialisées dans les candidatures à l'étranger, parce qu'à l'étranger, tu le disais aussi tout à l'heure, il y a d'autres plateformes, d'autres calendriers aussi, d'autres attendus. Donc, voilà, nous avons aussi cette possibilité dans nos prestations.
Alors là, la soirée touche à sa fin. Je te propose, Edwige, de passer la slide suivante. Je vous le disais, ce soir, c'était notre cinquième conférence de 15 soirs chrono. Ce week-end, on va se reposer un petit peu et on vous propose de nous rejoindre lundi soir, 3 novembre, pour assister à une conférence. Là, on va être plutôt dans la psychologie de l'adolescent, sur accompagner les enfants et les ados du 21e siècle, vaste programme, comprendre les codes. Et là, je pense que ça va aussi intéresser beaucoup de parents. Je te propose de mettre la dernière slide, Edwige, et je ne t'embête plus. Donc, si vous avez la gentillesse de prendre une petite minute pour répondre au questionnaire de satisfaction, nous dire ce que vous avez apprécié, ce que vous, voilà, peut-être des améliorations et pourquoi pas nous proposer aussi des thèmes. Voilà, j'ai juste une dernière question avant de clore. Est-il possible de revoir les conférences? Delphine, peut-être que je te laisse répondre à cette question si tu veux bien? Oui, oui, pas de problème. Et bien sûr, vous allez recevoir un lien avec le replay de la conférence dès demain et elles seront mises, enfin la conférence que vient de nous faire Edwige, et je la remercie vraiment beaucoup, c'était super quali, sera mise sur YouTube assez prochainement aussi, donc vous pourrez la retrouver. Merci beaucoup. Mais il ne me reste plus qu'à clore cette conférence et de remercier vraiment sincèrement Edwige pour cette présentation extrêmement claire, concise, riche de plein de conseils. Donc maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. J'espère que pour tous les parents, les jeunes qui étaient là, ben voilà, ces cursus ont beaucoup moins de secrets pour vous. Et bien évidemment, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à contacter Edwige hein, en direct. Ça leur a plaisir à vous répondre. Merci beaucoup, Edwige, Edwige, tu peux encore. Avec grand peut-être remettre plaisir. tes coordonnées, je ne sais pas si tu as une slide où on Oui, peut les voir. Oui, je vous la slide, remets. Hop, voilà. là, voilà. Parfait. Voilà, en effet, bah, j'en profite pour juste en effet, remercier une fois de plus Eureka Study avec qui j'ai toujours un énorme plaisir de travailler. Et à vous tous pour votre attention. Comme le disait très justement, je suis vraiment à votre disposition. Vous n'hésitez pas à appeler ou à m'envoyer un message ou vous rendre sur le site pour prendre des rendez-vous. Ce sera toujours avec grand plaisir. Je pense qu'avec Eureka, on pourra partager les mêmes valeurs, qui est de vous accompagner chacun et de mettre notre expertise et nos connaissances au service de vos enfants et pour vous faciliter cette grande aventure de l'enseignement supérieur. Très bonne soirée. Merci Merci à beaucoup tous. Edwige, plaisir partagé avec nous aussi et vraiment Merci. merci d'avoir répondu présent pour cette conférence. C'était très très intéressant pour tout le monde et les parents repartent avec plein plein de conseils. Quelle chance! Allez, bonsoir à tous! Bonsoir, Bonsoir, merci. merci Au beaucoup. revoir.